Ça y est? Asma? C'est bon, c'est bon. Ça y est? Oui, c'est bon. Vous êtes en direct. Bien. Bonjour. En première ligne face au risque que l'épidémie fait peser sur l'économie, le secteur des assurances est au cœur des inquiétudes face à la pandémie. Monsieur Habib Yassine, vous portez deux casquettes, comme celle du directeur général des assurances Maghrebia et celle du président de l'AFTUSA, c'est-à-dire la Fédération tunisienne des compagnies d'assurance. Monsieur, au nom de l'Institut de haute étude de Tunis, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à participer à cette session du Forum d'économie financière. La pandémie a plongé la Tunisie en récession. Pardon. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, 3 scénarios sont sur la table. Nous en avons parlé depuis 2 mois, sous-tendus par des études en modèle d'équilibre général calculable et qui sont modulables à souhait et au gré du vent. 3 scénarios pour la croissance en 2020. Le premier scénario, l'optimiste, c'est une régression de la croissance, c'est-à-dire moins 4,5%, plus 5% de chômage, plus 5,5% d'inflation. Ça, c'est le scénario optimiste. Le deuxième scénario de base, c'est moins 10% de croissance, plus 10% de chômage. Et le dernier scénario, le scénario du pire, c'est moins 19,5% de taux de croissance du PIB et plus 20% de chômage. Et a priori, la Tunisie, aujourd'hui, s'achemine vers le scénario du pire, c'est-à-dire le dernier. Déjà, au cours du premier trimestre 2020, les investissements en capital ont pratiquement disparu et ils sont pratiquement à zéro. La consommation des ménages a régressé de 35%. La contrainte sur les ressources financières est de plus en plus lourde, aussi bien au niveau du public que du privé. Certains secteurs sont toujours à l'arrêt. Nous allons tenter avec vous de faire le point au niveau du secteur des assurances. 3 axes thématiques seront explorés. Le monde en général traverse une crise sans précédent. Le premier axe, de quoi sera faite l'année 2021? C'est la grande inconnue. La réponse est simple, c'est via des entreprises et via des ménages. C'est l'entreprise qui est en première ligne, c'est l'entreprise qui emploie, qui distribue des revenus, et c'est aussi les ménages qui consomment des services financiers, d'assurance, transport, responsabilité civile, vie, retraite, etc., santé. Il en est de même il est même question de créer un fonds d'assurance pour perte d'emploi. On n'a pas très bien compris à quoi ça correspond. Et je ne sais pas si les assurances sont concernées par ce fonds. Où en est le secteur? Le deuxième axe qui nous intéresse, c'est la refonte de la politique financière, dont notamment la restructuration des compagnies d'assurance. 22 compagnies d'assurance
certaines sont là depuis l'indépendance et peut-être même avant. On n'en parle plus, on n'en parle pas. La communication se fait d'une manière épisodique. Les données statistiques sont pratiquement ou obsolètes ou absentes. Monsieur le président de la FTUSA, nous voudrions bien que vous nous expliquiez la situation de cette restructuration. Le troisième axe, le fameux fonds d'assurance pour la perte d'emploi. Est-ce que vous êtes concerné et comment? Si oui, comment? Monsieur, c'est à vous. Merci Sital, merci pour l'invitation de m'avoir donné l'opportunité de parler du secteur des assurances et de parler aussi également de la contribution du secteur des assurances dans la reprise. Je commencerai peut-être tout d'abord par une présentation du secteur des assurances, surtout pour les étudiants qui ne connaissent pas. Donc, le secteur des assurances en Tunisie est composé donc de 22 compagnies d'assurance. Donc, nous avons des compagnies qu'on appelle nous multibranches, c'est-à-dire qui ne sont pas spécialisées. Il y a des compagnies qui sont spécialisées en assurance vie, qui sont 5. Il y a des compagnies Tekefel, nous avons 3 compagnies Tekefel. Nous avons 2 mutuelles. Nous avons une compagnie spécialisée dans l'assurance crédit à l'exportation, une compagnie spécialisée dans la réassurance, et le reste des compagnies, c'est des compagnies qu'on dit multibranches, c'est-à-dire qu'ils commercialisent et des produits vie et des produits non-vie. Ceci dit, si on regarde les statistiques durant les 5 dernières années, on voit que le secteur s'est bien comporté. C'est bien comporté malgré une situation économique difficile. Malgré une situation économique difficile, le secteur a évolué pendant les 5 dernières années en moyenne de 9,4%. Donc, beaucoup mieux que le PIB. Beaucoup mieux que le PIB. Il a été tiré vers le haut, on peut le dire, par un développement assez perceptible de l'assurance vie, notamment grâce à l'effort de la banque assurance. Nous avons eu des pics de progression, surtout en 2017, et le secteur, jusqu'à 2019, a bien évolué malgré la situation économique très difficile. D'un autre côté, si on regarde la structure du marché de l'assurance, c'est un marché qui est caractérisé par une prédominance de l'assurance automobile qui constitue 43,5% du chiffre d'affaires du marché, suivi par l'assurance vie qui représente 22,5% et l'assurance santé avec 14,3%. Et l'on peut dire que donc c'est l'assurance automobile, l'assurance vie et l'assurance santé, c'est à peu près 80% du chiffre d'affaires du marché. Et c'est les principales activités des compagnies d'assurance. Bien entendu, il y a tout ce qui est autre type d'assurance, et on cite l'assurance incendie, les assurances transport et les autres types d'assurances qui concernent l'entreprise d'une manière générale, et les nouveaux projets. C'est une structure qui est assez différente, par exemple, de la structure du marché français. On va le voir plus loin, qui est un peu différente aussi
du marché marocain. Les Marocains, quand même, la première branche au Maroc, c'est l'assurance vie. C'est l'assurance vie grâce à une évolution assez perceptible durant les dernières années. Dans les pays développés, c'est l'assurance vie qui est la branche prédominante dans les marchés d'assurance. Un autre indicateur qui est utilisé pour évaluer le développement de l'assurance dans un pays, c'est ce qu'on appelle le taux de pénétration dans l'économie, qui au fait, c'est le ratio prime d'assurance sur PIB. Durant les dernières années, le taux de pénétration de l'assurance n'a cessé d'augmenter. Il était à 1,82% en 2011 et il est de 2,10% en 2018. Donc, on est en train d'évoluer. Si on le compare à la moyenne mondiale était à 6,6 en 2011. Quand même, elle a régressé à 6,10 en 2018. C'est vrai que si on se compare à d'autres pays, des pays développés ou même à certains pays de la région MENA, on a un taux de pénétration plus faible, mais ça représente également un grand potentiel de développement. On a la chance d'avoir un marché qui peut se développer davantage, mais qui n'est pas encore mature, et que les possibilités réelles de développement du marché sont là, et on peut espérer atteindre des taux dans les prochaines années de 3% et pourquoi pas 4% si les conditions de développement sont réunies. On regarde, là on a vu du côté des revenus, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous les primes d'assurance. Si on va du côté des coûts, c'est-à-dire pour nous, c'est la charge des sinistres. On a une charge de sinistre qui est assez élevée, c'est-à-dire en 2018, on a une charge de sinistre de 1 782 millions de dinars. Les trois premières branches qui sont l'automobile, l'assurance vie et la santé représentent 85% de ces coûts. Bien entendu, l'assurance automobile accapare la première place avec 45% des coûts de sinistre. Et donc, c'est proportionnel à la part de marché de l'automobile et également pour la partie vie et la partie santé. Si on regarde maintenant du côté des placements, le secteur des assurances est en train de jouer pleinement son rôle de soutien au développement de l'économie nationale et il contribue réellement au financement des investissements à long terme et à la mobilisation de l'épargne. Les placements des compagnies d'assurance ont atteint en 2018 5 443 millions de dinars, répartis à hauteur de 39% obligations privées et bonds et BTA, 22% actions et OPCVM, 29,6% placements monétaires et 7,7% immobilier. Donc, c'est également une structure qui va de pair avec la structure du chiffre d'affaires, puisque, on va le voir plus loin, plus nous avons de l'automobile, plus nous avons des branches comme l'incendie, la santé, plus les placements iront vers des placements à court et moyen terme, parce qu'on a besoin de liquidité pour payer les assurés. Plus on a un chiffre d'affaires qui est axé sur l'assurance vie, et là, on va plus sur des actifs d'une durée plus longue et donc sur des BTA ou des emprunts obligataires. J'arrive maintenant au résultat du marché. Donc, le résultat du marché
on a des résultats globalement bénéficiaires. Par exemple, en 2018, on a réalisé tout le marché, un total de résultats net de 138 millions de dinars. 138 millions de dinars, bien entendu, il y a ce qu'on appelle, nous, les assureurs, il y a un résultat technique, c'est-à-dire avant revenu financier, et il y a aussi des revenus financiers. Ce qu'on constate, c'est que les revenus financiers, par exemple, de 2018 ont atteint 330 millions de dinars, ce qui fait que si on ne tient pas compte des revenus financiers, la marge d'assurance nette du secteur serait déficitaire de l'ordre de moins 192 millions de dinars. Et là, contrairement à ce que pensent certains, certes, on est les assureurs, nous sommes nous appartenons aux États, donc nous sommes une institution financière, mais en termes de résultats, nous faisons beaucoup moins que les banques, par exemple, et cela pour diverses raisons, principalement, comme je l'ai dit, les portefeuilles des compagnies d'assurance, c'est principalement l'assurance automobile et l'assurance santé. L'assurance automobile, qui est une assurance obligatoire, donc elle est déficitaire. Elle engendre un déficit chronique pour l'ensemble des compagnies d'assurance depuis plusieurs années, pour une simple raison, parce qu'il y a un déséquilibre entre les primes d'assurance que nous recevons, c'est nos revenus, et les indemnisations que nous payons aux assurés. Nous avons d'une part surtout la prime RC, qui est une prime fixée par l'État, qui n'a pas bougé depuis 2017. Et donc, d'un autre côté, nous avons des coûts qui sont de plus en plus élevés, surtout durant les 3-4 dernières années, à cause de la dévaluation. Donc, les pièces détachées augmentent minimum de 15 à 20% chaque année, et la main-d'œuvre aussi augmente. Donc, à cause de ce déséquilibre entre les dépenses et les recettes, nous avons une branche automobile qui est déficitaire. Également, l'assurance santé, c'est souvent principalement des contrats d'assurance souscrits par les employeurs, et dont bénéficient les employés des entreprises privées, surtout certaines entreprises publiques. Ces contrats, donc à cause aussi de l'inflation médicale, augmentation des tarifs des consultations, augmentation du prix des médicaments et des différentes aussi et des coûts d'hospitalisation, ça engendre un déséquilibre de cette branche. Voilà, donc grâce à la partie financière, donc aux revenus financiers, on parvient à équilibrer les résultats des compagnies. Mais j'espère que durant les prochaines années, on aura la possibilité de revoir un peu les tarifs et surtout les primes d'assurance pour pouvoir améliorer surtout le résultat technique du secteur. Maintenant, voilà, c'était un petit aperçu sur le secteur des assurances. Maintenant, avant d'arriver à notre rôle dans la reprise, donc, quel est l'impact de cette crise sur les assurés, sur les assureurs? Donc, je commencerai par les études d'impact qui ont été réalisées sur l'économie tunisienne. Par exemple, dernièrement, je crois la semaine dernière, il y a eu l'étude qui a été réalisée par le PNUD en collaboration avec le ministère du Développement et de l'Investissement et de la Coopération internationale. Et là, je crois, c'est à peu près les chiffres qui ont été cités par Sitar.
Donc, cette étude, une récession du PIB. Oui, Habib, oui, l'étude, les chiffres que j'ai présentés tout à l'heure, oui, c'est les résultats d'une étude faite par des économistes tunisiens indépendants d'accord, sur la base d'un modèle d'équilibre général. d'accord, Nous avons travaillé depuis février là-dessus pour avoir les résultats des 3 scénarios. d'accord, parfait. La deuxième étude qui a été publiée la semaine dernière Oui, par le PNUD, elle recoupe à quelques virgules près celle que nous avons trouvée. C'est normal d'ailleurs parce que nous avons les mêmes résultats et avec le même logiciel de modèle d'équilibre général, celui de la Banque mondiale. d'accord, d'accord, d'accord. Sauf que l'étude que nous avons faite, c'était pour les 3 scénarios. Celle du PNUD, elle ciblait, à partir d'un certain nombre d'hypothèses, l'impact sur la pauvreté et la situation des ménages, notamment les plus démunis. Ce n'est pas du tout la même chose, mais globalement, les résultats sont les mêmes. Ce sont 2 études totalement différentes. D'accord, d'accord. C'est juste C'est clair. De ce point de particulier. Merci. Merci Star pour cette précision. Donc, je reprends les résultats de l'étude du PNUD. Donc, une récession du PIB de moins 4,4%, une baisse des investissements de moins 4,9%, une augmentation du chômage à 21,6%. On aura un peu moins de 300 000 nouveaux chômeurs en 2020. Et une augmentation du taux de pauvreté de 19, qui passerait à 19% contre 15 avant. Et plusieurs secteurs sont touchés et qui voient donc leur fragilité financière s'accentuer, telles que les industries non manufacturières, le tourisme, le transport, le textile, les industries de composantes aéronautiques et automobiles. Bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, nous, en tant qu'assureurs, on est directement touché par ces impacts, et on le sent rapidement au niveau de notre activité, puisque nous sommes étroitement liés à l'activité économique. Comme vous le savez, nous, comme tous les Tunisiens, nous sommes passés par une période de confinement de quelques semaines, et ça a été une période assez difficile, puisque mars, avril, jusqu'à début mai, donc nous avons heureusement que la technologie était là, hein, donc pour la première fois, on a essayé le télétravail et on était très content que ça marchait. Et puis même, on pense maintenant à petit adopter même partiellement ce type de travail. Également, donc on a essayé, donc on a activé notre plan de continuité. Des cellules de crise ont été là. Nos gestionnaires de risque étaient là pour suivre l'évolution. Globalement, nous avons maintenu un service minimum, heureusement. En plus de cela, nous avons donc rassuré nos clients. Nous avons, comme vous l'avez sûrement entendu, nous avons prorogé la validité des attestations d'assurance donc, après le confinement.
donc à l'issue du déconfinement. Nous avons accordé des couvertures d'assurance gratuites pour les hôtels qui reçoivent des personnes dans le cadre du confinement obligatoire. Bien entendu, pendant cette période, nous avons souffert, disons, d'un manque de liquidité, puisque pendant toute cette période, on n'a pas encaissé de primes et le chiffre d'affaires était pratiquement nul. Disons, heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps. Les clients sont revenus petit à petit à leur activité à partir du mois de mai. Ça continue, donc il y a des reprises, mais on sent qu'il y a des secteurs qui sont touchés à différents niveaux. Nous, on sent l'impact un impact au niveau du chiffre d'affaires du secteur, dû premièrement à la baisse des investissements, comme vous le savez. Donc, il y a une baisse des investissements. Donc, il n'y a pas de nouvelles matières assurables. Déjà, au niveau des clients qui sont déjà assurés, nous avons des clients qui passent par des périodes difficiles, qui parfois sont obligés de réduire le niveau de leur assurance ou de résilier des contrats. Donc, ça touche aussi bien les nouvelles affaires que les affaires anciennes. Aussi, donc, nous avons remarqué à partir dès le mois de Ramadan une hausse de la sinistralité, c'est-à-dire donc pas mal d'incendies se sont déclarés un peu partout en Tunisie, et il y a des incendies qui vont coûter très très cher. Donc, c'est des montants qui sont importants par rapport à la normale, à cause aussi, donc, on s'attend à une sinistralité, une aggravation des coûts pour assurer, parce qu'à cause de l'augmentation de la pauvreté aussi et de la fragilité financière de certains secteurs. Vous savez, certains secteurs qui seront touchés, vont essayer de se maintenir aux dépens de la maintenance. Si il n'y a pas de maintenance des infrastructures, le risque grandit pour nous, et donc le risque d'incendie ou d'autres aléas est présent. Également, et on le remarque donc dès la reprise, les coûts de réparation des véhicules ou même d'autres types de sinistres ont augmenté pour diverses raisons, que ce soit, donc, c'est toujours, on explique toujours là par la dévaluation du dinar ou par la rareté des matériels, et puis aussi parce que aussi, même la main-d'œuvre a augmenté. Également, on a assisté depuis le début de l'année à une chute des valeurs boursières. Comme vous savez, nous sommes des investisseurs institutionnels. Nous participons donc à pas mal de sociétés en bourse ou des sociétés non cotées, et les revenus financiers sont impactés à ce niveau-là. Également, il y a aussi, on remarque une baisse des taux d'intérêt d'une manière générale. L'autre problème qu'on est en train de rencontrer et que nous allons continuer à avoir cette année et peut-être l'année prochaine, c'est l'augmentation des défaillances de paiement. Les défaillances de paiement, on essaie de voir avec les clients des possibilités de réchelonner le paiement des primes d'assurance. Dans la mesure du possible, on est compréhensif et on essaie de les accompagner. C'est une période difficile, et donc malgré qu'elle occasionne pour nous une baisse de flux de trésorerie, donc on est obligé d'accompagner nos clients et essayer qu'ils s'en sortent avec le minimum
de dégâts dans le meilleur délai. Donc, la résultante de tout cela, c'est donc on s'attend à un résultat inférieur aux années précédentes, bien entendu. Toujours est-il que là aussi, donc, ce qui fait peur un peu aux assureurs aussi, parce que c'est le fait aussi que on se voit la cible toujours de dès qu'il y a par exemple une loi de finances ou une loi de finances complémentaire, on est classé parmi toutes les institutions financières et on est impacté par les décisions, on est la cible de décisions, surtout fiscales, qui honnêtement, sont de plus en plus lourdes. Par exemple, la semaine dernière, le JORT numéro 10 qui a été publié, le JORT numéro 30 qui a été publié le 10 juin, a instauré de nouvelles mesures fiscales qui concernent également les compagnies d'assurance. Donc, ce décret-loi a institué une nouvelle contribution conjoncturelle, en plus de 2% sur 2020 et de 2% sur 2021. Donc, mais c'est l'exercice 2020 qui va supporter cette contribution conjoncturelle. Ainsi, en plus de la contribution du secteur au fonds 18-18 et des autres actions qui sont de l'ordre de 11 millions de dinars, la pression fiscale au titre de l'année 2020 sur les sociétés sera de 42%, donc ce qui est quand même assez important. Nous sommes soumis à un impôt de 35% sur les sociétés. Nous subissons une contribution sociale de solidarité de 3% et donc 2% fois 2 de contribution conjoncturelle cette année. Donc ça fait 42% et c'est une charge assez lourde pour les assureurs. D'un autre côté, donc il y a eu une autre décision qui concerne la retenue à la source. Avant, on était soumis à une retenue à la source qui est au fait de 20%, qui était au fait considérée comme une avance. Mais là, cette retenue à la source est passée à 35%, mais elle est définitive et libératoire, donc qu'on ne pourrait pas récupérer au titre des revenus des capitaux mobiliers sur les dépôts à terme et produits similaires rémunérés à TMM-1 et plus. Ce qui va impacter, bien entendu, à la baisse les revenus financiers des compagnies d'assurance, parce que c'est de l'impôt qui est collecté sur un revenu et non pas sur un résultat, par anticipation. Donc, on aurait payé cet impôt à la fin de l'année 2020, mais c'est une retenue qui a effet rétroactif et s'appliquera au placement que nous avons déjà réalisé. Donc, tous les tombés de placement vont subir une retenue à la source de 35%, donc qui va être retenue à la source par anticipation. Voilà, donc des revenus financiers qui vont baisser, un chiffre d'affaires de l'assurance vie qui va baisser puisque donc les rendements seront revus à la baisse et puis donc l'appétit des clients à l'assurance vie serait peut-être va fléchir et également donc un résultat qui va qui va baisser par rapport aux années précédentes. Voilà, donc d'une manière générale, la situation. Ceci dit, les compagnies d'assurance à ce stade, les compagnies d'assurance ont la capacité jusqu'à présent ont la capacité de résister, c'est-à-dire qu'en termes de marge de solvabilité, on reste quand même assez solide parce que
on est prudent, donc on a des règles prudentielles qu'on applique, mais cela deviendrait difficile pour nous si, dans le cas de décisions qui sont unilatérales, telles que les décisions qui ont été instituées par le dernier décret loi, ou si on oblige les assureurs à, par exemple, à payer des sinistres pour lesquels qui ne sont pas couverts par les contrats d'assurance, ou à accorder des garanties d'assurance gratuitement ou à prime réduite. Là, le secteur risque de souffrir, et on n'a pas intérêt. Déjà, le secteur il est en train de rattraper le déficit technique par les revenus financiers. Si les revenus financiers baissent, et si on fait donc supporter les assureurs des paiements qui ne sont pas prévus et dont les engagements ne sont pas là, la solvabilité des entreprises d'assurance risque d'être touchée. Et là, c'est très grave, et il ne faut surtout pas aller dans ce sens. Voilà. Je reviens maintenant au rôle du secteur de l'assurance dans le financement de la reprise. Je dirais que cette crise a impacté négativement et les finances publiques et celles des entreprises. Les actifs des compagnies d'assurance sont là et peuvent contribuer au financement et de l'État via la souscription des BTA et des entreprises via les actions ou les emprunts obligataires, et on pourra ainsi accompagner l'effort de reprise. Parmi les actifs qui peuvent être mis sur long terme, c'est les actifs de l'assurance vie principalement. Dans les pays développés, l'assurance vie joue un rôle primordial dans le financement de l'économie, et souvent dans certains pays, l'épargne mobilisée par l'assurance vie est même plus importante que celle mobilisée par l'épargne bancaire. À titre d'exemple, par exemple, en France, l'assurance vie représente 90% des placements des assureurs. Donc, les placements qui proviennent des autres activités d'assurance ne représentent que 10% des placements des sociétés françaises, et tout cet actif il va au financement des entreprises à hauteur de, disons, une bonne partie à hauteur de 70%, et 31% va vers les dettes de l'État. En Tunisie, l'assurance vie représente 22% du chiffre d'affaires. Si je la compare par rapport à la France, l'assurance vie représente 64% du chiffre d'affaires. En termes de structure, c'est 3 fois le cas tunisien. C'est pour cela que donc les 64% d'assurance vie en France apportent les 90% des actifs des assureurs. Nous, les 22,5% de l'assurance vie apportent comme actif une part de 32% des actifs des assureurs, et il y a un potentiel. Si on développe l'assurance vie, il y a un gisement important de mobilisation d'épargne qui peut servir à financer l'économie d'une manière durable, puisque c'est une épargne longue. Les contrats d'assurance vie, généralement, les échéances, c'est l'âge de départ à la retraite, ou c'est avec un minimum de 8 ans. Donc, c'est pour cela que les actifs qui y sont adossés sont plus ou moins longs. Ce qu'on propose, honnêtement,
on l'a toujours dit, on a toujours proposé un contrat-programme, à mettre en place un contrat-programme avec l'État tunisien. C'est-à-dire que nous nous engageons à développer l'assurance d'une manière générale. On peut se fixer des chiffres, des objectifs de taux de pénétration d'assurance. Par exemple, on dit dans 2 ou 3 ans ou 5 ans, on atteint un taux de pénétration de 3% ou 3,5%. En contrepartie, pour atteindre ça, on a besoin de mesures de l'État tunisien pour inciter les gens à souscrire des contrats d'assurance, notamment les contrats d'assurance vie. Il s'agit d'incitation fiscale et sociale pour tout ce qui est pour le développement de l'assurance vie collective et de l'épargne salariale, notamment le fait, c'est très important que les primes payées par l'employeur dans le cadre des contrats d'épargne salariale ou contrats collectifs ne soient pas soumis aux cotisations sociales. Également, pour les particuliers, les incitations fiscales à l'entrée sont actuellement de 10 000 dinars, alors que des produits concurrents tels que le CEA, qui dans la durée de 5 ans, alors que les contrats d'assurance vie pour bénéficier de l'avantage doivent avoir une durée au moins de 8 ans, ont l'avantage fiscal lié au CEA est de 50 000. Si on a certaines incitations similaires, même pendant un laps de temps, pendant quelques années, le temps que l'épargne revienne, on sait que l'épargne nationale a chuté, je crois, elle est de l'ordre de 9%, alors qu'elle était, avant 2011, elle était supérieure à 20%. Donc, ces incitations seront accompagnées, à notre sens, doivent être accompagnées par des règles, la revue des règles de placement actuelles imposées par le Code des assurances. Nous avons un catalogue de placement qui nous oblige à ne pas dépasser des limites de participation dans telle ou telle entreprise. Également, le taux de participation, le taux d'investissement dans les BTA qui est actuellement de 20% pourrait être revu à la hausse. D'autres propositions, c'est que l'État émette de nouvelles lignes de BTA avec des taux plus attrayants et à maturité plus longue pour motiver les Tunisiens à souscrire des contrats d'assurance vie sur le long terme. Également, comme dans d'autres pays, les assureurs sont prêts à participer à des fonds d'investissement qui seraient créés à l'occasion pour aider les entreprises à faire face à la crise. Donc, nous serions prêts à participer à ce type de fonds pour financer les PME et les petites et moyennes entreprises. Donc, en contrepartie, c'est-à-dire que nous, on s'engage à orienter nos placements en priorité vers les titres émis par l'État et au financement des entreprises. Bien entendu, c'est gagnant-gagnant. Actuellement, on est, comme je l'ai dit, on a des placements de l'ordre de 5 400 millions de dinars. Avec de tels avantages, je pense qu'on pourrait augmenter dans des échéances une année ou deux sensiblement les montants placés, et on pourra contribuer efficacement et sensiblement à la reprise. De toute manière, nous, les assureurs, on est prêts à jouer le jeu, c'est-à-dire dans le cadre d'un partenariat, d'un contrat-programme avec l'État tunisien. On fixe les objectifs communs et l'engagement des deux parties, et on travaille ensemble pour atteindre ces engagements. On s'inscrit dans cet esprit. Également, on s'inscrit aussi dans l'esprit d'être un partenaire dans la révision
des régimes de retraite qui connaissent des difficultés. Et nous, malheureusement, on supporte les conséquences en tant qu'assureur chaque année. Donc, on est soumis à une contribution de 3% pour faire face au déficit des caisses. Mais nous, on l'a dit, dans tous les pays du monde, il y a la retraite par répartition, mais aussi il y a un autre pilier qu'il ne faut pas oublier, c'est la retraite par capitalisation. Dans tous les pays du monde, les assureurs jouent un rôle important dans ce pilier de capitalisation. On est en train de le faire difficilement, mais si le cadre légal lié et des incitations sont données aux Tunisiens pour compléter leur retraite, malheureusement, dans certains secteurs maintenant, ceux qui sortent à la retraite se retrouvent avec des pensions réduites et voient leur train de vie chuter, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas été assez prévoyants ou ils n'ont pas eu la possibilité et les moyens de souscrire à une retraite complémentaire par capitalisation. On est prêt à jouer aussi ce rôle et contribuer, disons, au sauvetage des régimes de retraite tunisiens. Donc voilà, d'une manière générale, ce que j'avais à dire. Veuillez m'excuser, je voudrais juste, puisque nous parlons de refonte structurelle, est-ce que vous ne pensez pas que 22 compagnies d'assurance pour la Tunisie, pour un marché qui est relativement exigu, c'est trop? Deuxième question subsidiaire, entre parenthèses, il y a pas mal de compagnies d'assurance parmi les 22 qui ne sont même pas cotées en bourse. Oui. Et troisièmement, quelle est votre stratégie justement pour faire exploser ce carcan de la contrainte de l'environnement institutionnel? Ce que je peux vous dire, donc on est 22 compagnies. C'est-à-dire que il y a eu disons, il y a toujours eu des discussions pour peut-être fusionner ou quelque chose comme ça, mais ça n'a pas été fait. Mais il y a dans d'autres pays, le nombre est beaucoup plus important. Moi, je dis que si la compagnie elle est solvable et peut faire face à ses engagements, ça ne déroge pas. Et moi, je pense que il y a deux grands projets qui nous attendent et qui vont se mettre en place à partir de la fin de cette année, qui sont donc on travaille sur deux grands projets. C'est la mise en place, disons, d'une solvabilité basée sur les risques, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance devraient calculer le capital adéquat pour continuer à souscrire des contrats d'assurance, et aussi donc les états financiers de 2021 devraient être établis sur la base des normes IFRS. Donc, ces deux grands chantiers, moi, je pense que c'est ça qui vont changer, peut-être changer le panorama des compagnies d'assurance, peut-être. Donc, on calculera, on verra si les compagnies d'assurance sont assez solides pour passer cet examen ou non. Mais je pense que petit à petit, on sera amené peut-être à des fusions, à des rapprochements. Et pour la participation du secteur de l'assurance à l'activité boursière? Il y a certaines compagnies, je crois, on a 4 ou 5 compagnies qui sont déjà listées. Allô? C'est très peu comme. C'est vrai. Je pense que il y en a qui vont peut-être
arriver aussi à aller à la bourse. Peut-être les conditions ne sont pas réunies ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire que pour plus de transparence, surtout que plusieurs compagnies ont déjà les conditions nécessaires, c'est-à-dire qu'en termes de gouvernance, en termes ils ont les conditions pour être à la bourse. Moi, je pense que c'était des décisions donc, qui vont venir. Il faut peut-être encourager davantage les compagnies à aller vers la bourse. Il faut imaginer donc quels seront les avantages ou qui vont pouvoir pousser les actionnaires à y adhérer. Voilà, donc pour ce qui est donc de la gouvernance des compagnies d'assurance, nous on est soumis depuis quelques années, on a avec le régulateur, on est contraint d'avoir une gouvernance irréprochable. Donc nous avons, comme toutes les institutions financières, des comités d'audit, comités de risque, comités de rémunération, et puis qui sont rattachés directement au conseil d'administration. Et bon, ce type de gouvernance, honnêtement, aide beaucoup à améliorer donc la gestion dans les entreprises d'assurance. Vous avez évoqué la question du fonds de la perte d'emploi. Bon, on n'est pas concerné, on n'a pas été approché. Je crois que ça va être donc c'est l'État qui va s'en charger. Nous, en tant que secteur, on n'a pas été approché à ce sujet-là. Merci beaucoup. Nous allons passer, si vous permettez, Habib, nous allons passer aux questions. D'accord. Première question. Est-il probable que le stress subi par les compagnies d'assurance, en particulier, se transforme en crise financière en 2021-2022? Je crois que nous avons été coupés. Allô? C'est bon. C'est bon. Est-il possible que le stress subi par la Tunisie en général, dans un contexte général mondial, et pour les compagnies d'assurance en particulier, se transforme en crise financière? La question est de Mademoiselle Asma Daboussi. Bon, j'espère que non. Hein, donc, j'espère que non. Donc, bon, ce qu'il y a pour l'ingénieur, donc l'impact jusqu'à présent, l'impact est négatif. J'espère qu'on n'arrivera pas à ce stade-là, honnêtement. C'est-à-dire que bon, on fera tout pour ne pas, et peut-être donc les pouvoirs publics aussi, et tout le monde fera tout pour ne pas arriver à cette situation, quoi. Oui. La question suivante. Donc, de M. Ahmed Louni. Le risque le plus oui, bon, le risque dont parle M. Louni, il est là. Donc, il y a une baisse du revenu des compagnies d'assurance, une baisse. Notamment par une augmentation du taux d'imposition sur les revenus, des placements. Ouais. Entre autres. Ouais. Oui, donc les revenus des compagnies d'assurance ont baissé. Donc aussi, les revenus financiers sont en train de baisser. Oui, donc c'est une réalité.
c'est une réalité. Bon, j'espère qu'on ne sera pas impacté, très impacté par cette situation, et j'espère que l'activité redémarre petit à petit d'ici les mois prochains. Nous, en tant que société d'assurance, on est étroitement liés à l'activité économique. Donc, certaines activités sont à l'arrêt, certaines activités n'ont pas repris à 100%. Donc, on est obligé de les suivre. Bon, j'espère que ça va redémarrer petit à petit. Le gros problème, c'est que cette augmentation des impôts sur les placements qui impactent les revenus financiers des sociétés d'assurance va se traduire par une diminution de l'engagement possible des compagnies d'assurance pour financer des investissements futurs. Donc finalement, c'est très négatif, c'est contre-productif, et justement au niveau de la relance des investissements. Effectivement, donc ça va diminuer nos disponibilités pour investir. Donc, bien entendu, c'est l'économie qui va en souffrir. Hein. Donc, l'emploi, parce que on aurait aimé contribuer davantage, mais bon. C'est un cercle vicieux, en fait. C'est un cercle vicieux, oui. On aurait aimé contribuer davantage à cet effort. Il y a des moyens de le faire. On peut travailler ensemble avec l'État pour canaliser l'épargne qu'on collecte vraiment là où il faut. On n'est pas des spéculateurs. On sait attendre. Oui, c'est de l'épargne longue, en fait, ce que vous faites. Effectivement, c'est de l'épargne longue. Oui, c'est de l'épargne longue, surtout l'assurance vie, c'est l'épargne longue. Donc, mais pour convaincre le Tunisien à souscrire des contrats d'assurance vie, il faut que, quand même, on lui donne des avantages, que ce soit en termes fiscaux, que ce soit en termes de rentabilité aussi. S'il attend 10, 15, 20 ans, il faut aussi que les rendements soient des rendements assez intéressants. Autrement, il va chercher à spéculer. L'argent va aller peut-être dans l'informel, ou il va acheter dans la... ne va pas être injecté dans l'économie. Très bien. Là, il y a une question qui nous vient du Sénégal. Cette question vient du Sénégal. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter que la crise financière au niveau des assurances, vous voyez, elle est là-dessus. Oui. Nous sommes suivis même en dehors. Ouais. Bon, c'est-à-dire que il y a donc bon, tout ce qu'on peut faire nous, c'est de réduire l'impact de cette crise. C'est-à-dire que nous, il y a donc on essaie de maintenir notre capacité à honorer nos engagements, surtout ça. Les gens oublient parce que nous, on gère l'argent des assurés. Ce n'est pas notre argent. On doit le gérer en bon père de famille. C'est pour cela qu'on est obligé d'être prudent, de provisionner, de voir tous les risques, d'étudier tous les risques et de prendre les mesures nécessaires. Après, si l'environnement nous impose donc des contraintes, j'espère que... Vous parlez de l'environnement, vous voulez dire l'État? Bon, d'une part, l'État. Bon, il ne faut pas que l'État en ajoute aussi, parce que... voilà, c'est ça le problème, c'est-à-dire que l'État doit être conscient qu'il doit s'assurer de la solidité des sociétés d'assurance.
il a tout intérêt à ce que les sociétés d'assurance restent solvables pour honorer leur engagement. Sinon, si ils sont affaiblis, il se pourrait, Inch'Allah, que des compagnies ne soient pas capables d'honorer leur engagement vis-à-vis de leurs clients. Et là, c'est très mauvais pour l'image et pour le pays d'une manière générale. Donc, comme dans certains pays, oui, il y a un effort national qu'il faut faire, mais pas aux dépens de certaines institutions, de certaines compagnies d'assurance. Sinon, si on met en danger la solidité financière des compagnies d'assurance, c'est très grave. Merci. La suivante, c'est bon, c'est vrai que au niveau de la bourse, les revenus donc il y a une chute au niveau des valeurs boursières, donc ça impacte nos rendements. Hein, donc les assureurs participent aux sociétés qui sont inscrites à la bourse, et donc on le voit, on est dans le négatif depuis le début de l'année, et donc nos revenus financiers se ressentent. Donc ça, d'une part. D'autre part, comme l'a dit, donc il a parlé de commission. Je n'ai pas compris cette question de commission, mais peut-être il parle de prime d'assurance plutôt que. Donc, c'est vrai que bon, les compagnies, donc, durant le deuxième trimestre surtout, et bon, ça continue au cours du troisième trimestre, donc on a des revenus qui sont inférieurs, donc qui sont par rapport à, donc, en baisse par rapport au mois précédent et l'année dernière. Effectivement, il y a pratiquement un arrêt d'octroi de crédit aussi, de crédit, et vous savez, c'est un cycle, hein. C'est un cycle. S'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas, donc tout se suit. Et nous assurons aussi les crédits. S'il n'y a pas de crédit, c'est une chute libre aussi de notre chiffre d'affaires. Ce que nous savons, c'est que les compagnies d'assurance sont en contact physique avec les clients, oui, les assurés. Et quand il y a un confinement, une quarantaine, c'est la question qui vient d'être posée par Stizier de Masmoudi. Comment vous vous en sortez? Comment vous faites? Oui, bon, c'est-à-dire que on n'a pas d'autre choix, parce que donc toutes les compagnies d'assurance ont profité de la période de confinement pour c'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur la communication avec les clients, mettre en place des centres d'appel pour parler aux clients et être à l'écoute de leurs besoins. Également, la majorité des compagnies d'assurance ont activé la mise en place d'applications pour que les clients puissent suivre l'évolution de ces contrats, puissent aussi suivre s'il a un sinistre, ou suivre le paiement des accidents et des sinistres. Les applications aussi permettent aussi de souscrire certains contrats à distance, de payer à distance. C'est une évolution qui est assez intéressante, et moi je pense que ça va continuer, parce que on sent au niveau du secteur une accélération de ce phénomène, et tant mieux, honnêtement. Tout le monde travaille sur la signature électronique maintenant, donc les mises en place, surtout que ça a été activé pendant le confinement. Il y a 2 ou 3 sociétés qui ont mis en place la fourniture de signature électronique, et c'est un phénomène qui s'accélère, je pense.
Donc, le risque de récession ne peut pas être mis de côté des pays qui connaissent à la fois une extension de l'épidémie, etc. Un scénario de récession accompli une capacité de relance monétaire très limitée. Oui, effectivement, bon, on est impacté par tout cela, hein, donc nécessairement, donc toute cette situation nous impacte donc de très près et nous souffrons honnêtement. Donc, et j'espère que ça va, c'est-à-dire que ça va s'arrêter là. Bon, heureusement, c'est-à-dire qu'en termes sanitaires, la situation est meilleure. Reste maintenant la reprise et comment assurer que cette reprise soit pérenne et qu'on ne retombe pas encore une fois dans le confinement. Nous espérons que non, parce que après un arrêt de travail de plus de pratiquement c'est 2 mois, hein, pratiquement 2 mois. Si ça s'arrête là, c'est tant mieux. Et moi, je pense qu'on pourrait reprendre durant les prochains mois. Est-ce que les compagnies d'assurance sont dans une bonne position prudentielle? Pardon? Est-ce que les compagnies d'assurance aujourd'hui, là, maintenant où nous parlons, oui, elles ont une bonne position prudentielle? D'accord. C'est-à-dire qu'ils l'ont toujours été. C'est-à-dire que il y a quand même un problème là. Oui, il y a des règles prudentielles qu'on applique. On est toujours en train de les appliquer. On est en train de les appliquer. Mais le risque, c'est qu'on n'aurait pas des revenus en face pour financer ces engagements. Par exemple, s'il y a un risque de défaillance d'une grande partie des clients et qu'ils ne soient pas capables d'honorer leur engagement en termes de paiement des prix, mais que d'un autre côté, nous avons des engagements, là, ça peut être un sérieux problème. C'est un risque que nous prenons en compte. C'est pour cela que nous insistons auprès du gouvernement pour qu'il, disons, ne nous impose pas des charges qui sont supérieures à nos capacités. Oui. Est-ce que finalement, indépendamment des bénéfices moindres, parce que il y a une contrainte financière qui s'impose à toutes les parties prenantes de l'économie et de la finance, dont notamment les assurances, est-ce que vous avez suffisamment de fonds propres? Est-ce que vous avez encore de liquidités qui vous permettent d'envisager un avenir pour un rebond et une reprise de l'activité? Oui. Effectivement. Donc, à ce stade, moi, je rassure tout le monde. Les compagnies d'assurance sont capables d'honorer leur engagement. L'avantage, c'est que les compagnies d'assurance ne sont pas endettées. Hein. C'est-à-dire que l'activité d'assurance, elle est totalement différente des autres activités. Nous avons un renversement du cycle de production. C'est-à-dire que toutes les activités dans le monde ont un coût de production. Ils connaissent leur coût de production avant de mettre en vente le produit. C'est-à-dire que nous, on vend le produit avant de connaître le coût. Donc, de ce fait, on a des disponibilités. Donc, nous sommes des institutions qui avons un excès de trésorerie. Donc, on n'a pas de souci de liquidité si nous recouvrons nos primes à temps aussi. Donc, et que nous les recouvrons réellement, on n'a pas de souci. Les compagnies d'assurance ont une marge de solvabilité confortable, mais là, comme je vous l'ai dit, si on n'a pas d'autres contraintes exogènes qui nous obligeraient à payer des montants qui ne sont pas dus ou à accorder des garanties gratuitement ou quelque chose comme ça.
Merci beaucoup. Moi, j'ai un commentaire et une ou deux questions. Le gros problème de la Tunisie, c'est qu'il y a eu un programme d'ajustement structurel qui normalement devait être accompagné par une libéralisation financière. Il y a eu cette libéralisation financière en 90, sauf qu'elle n'a pas été terminée, elle n'est pas finie, notamment par une ouverture du compte capital, etc. Et l'ouverture du secteur financier. Est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il y ait des assurances étrangères non résidentes est-ce qu'elles pourraient s'installer en Tunisie, prendre une part de marché? Est-ce qu'elles pourraient, comment dirais-je, s'associer avec des compagnies tunisiennes pour faire des partenariats, etc. Est-ce qu'il y a une possibilité à ce niveau-là? Bon, ça existe déjà. Donc, on a des sociétés dans lesquelles, donc des sociétés tunisiennes dans lesquelles participent des sociétés étrangères, d'assurance étrangères. Donc, il y a une limitation au niveau de participation, donc ça doit être inférieur à 49%. Mais ça existe, ça existe. Mais le problème pour nous, c'est-à-dire que honnêtement, le marché tunisien, on a besoin de se développer. C'est le know-how, on a le know-how. Comment développer les produits, on sait faire. Ce qui manque, c'est en Tunisie, c'est honnêtement, c'est une épargne qui n'est pas une baisse de l'épargne d'une manière générale des ménages et des entreprises qui impacte le secteur. D'un autre côté, une culture, on n'a pas une culture de l'assurance, c'est-à-dire que le Tunisien ne se lève pas le matin et se dit je crois que j'ai pas tel type d'assurance, il faut que je souscrive un contrat. Non, généralement, on se rend compte le jour où l'incident arrive et on se rend compte que on n'a pas d'assurance, malheureusement. Combien de personnes assurent leur maison malgré que c'est une prime dérisoire. Vous pouvez assurer votre maison à 100 dinars par an, 150 dinars, et les gens ne souscrivent pas, ils ne prennent pas donc, il y a les couvertures catastrophes naturelles. Imaginez un séisme qui frappe la Tunisie, quels seraient les dégâts, mais les gens ne souscrivent pas. Il y a eu l'inondation à Nabeul il y a quelque temps. À l'instant, les gens demandaient on veut s'assurer contre les catastrophes naturelles. Et après quelques semaines, plus rien. Donc les gens ont oublié et donc les gens ne recherchent plus ce type d'assurance. Donc il y a un énorme travail à faire. Donc ça reste. Donc nous faisons des efforts, mais il faut Est-ce que c'est suffisant ce que vous faites? C'est pas suffisant, ça doit être complété. Moi, je vous dis, ça commence dès l'enseignement primaire. Honnêtement, si on enseigne, par exemple, on avait donc une matière qui s'appelait éducation civile, je crois, Tarbiya Madaniya. On pouvait enseigner, par exemple, les assurances sociales, les limites des assurances sociales, parce que quelqu'un, pour un père de famille qui vient de, je sais pas, qui vient de se marier, il a un enfant en bas âge, en cas de décès, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il va laisser? Il n'a pas de patrimoine, il ne va rien laisser. C'est vraiment le moment de s'assurer de laisser quelque chose pour sa famille. Et ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Et il y a un problème au niveau de la distribution, de la vulgarisation de l'assurance. Oui, il y a des efforts à faire, mais moi je pense que il y a aussi l'aspect avec l'État, on peut faire pas mal de choses
surtout si on sensibilise les gens et on les motive pour s'assurer. Oui, et moi j'ai une dernière question. En fait, il y a encore plein d'autres questions, mais j'espère que nous allons vous mettre à contribution dans quelques temps. Le secteur de l'assurance en Tunisie, il est exigu, il est petit. Il y a beaucoup de compagnies. Mais est-ce que vous avez pensé vous éclater vers l'Afrique? Si, c'est-à-dire que même nous avons, il y a pas mal, donc je connais même au minimum 4 compagnies d'assurance qui sont déjà en Afrique, donc qui sont en Côte d'Ivoire. Oui, donc en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, ça existe, donc il faut chercher les opportunités aussi, il faut que ça soit rentable aussi, mais les compagnies d'assurance le font. C'est-à-dire le pas est déjà fait et les compagnies sont actives à ce niveau-là. Ils pourraient même se regrouper en 3-4 compagnies pour faire un pôle pour affronter une région, l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, etc. Ça peut se faire, c'est fait même dans une compagnie de réassurance, il y a deux assureurs tunisiens. Donc, c'est une bonne chose. Il faut voir, étudier les opportunités, mais c'est l'avenir. Hein, c'est l'avenir aussi. Voilà, l'avenir aussi. Bon, il y a toujours les contraintes avec la Banque centrale de sortir l'argent. C'est toujours aussi ce. Voilà. Absolument. Donc, il y a certaines contraintes, mais bon, on essaie. Donc, dernier mot. Oui. Habib, Oui. est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste ou neutre maintenant? Honnêtement, l'assurance en particulier. Je suis optimiste. Je suis sûr que la nouvelle technologie va aider énormément à répondre aux besoins d'assurance de la majorité des Tunisiens. Les nouvelles technologies sont là et parce que nous avons un problème de distribution, et les nouvelles technologies peuvent résoudre ce problème de distribution. Et c'est vraiment exceptionnel. On assiste à un phénomène qui peut faire basculer les données. Honnêtement, je suis optimiste. Essayons de s'accrocher à cet événement qui est la digitalisation et les résultats seront là. Il faut qu'on soit conscient au niveau de la Tunisie qu'il y a des sociétés peut-être qui sont en bonne santé. Il ne faut pas les appauvrir. Au contraire, il faut les aider à se maintenir pour résister et continuer. Il faut s'occuper des sociétés qui sont en difficulté, mais les autres qui sont en bonne santé, au contraire, il ne faut pas les tirer vers le bas et peut-être les aider à rester là où ils sont et à s'améliorer pour pouvoir investir davantage, créer des emplois, investir à l'étranger. Donc voilà, c'est notre souhait. Quoi. Merci beaucoup, Sidi Habib. Et encore une fois, merci au nom de l'Institut de hautes études de Tunis, qui est à l'origine de cette plateforme, et en mon nom personnel. Et je vous dis à très bientôt, Sidi Habib, et bonne chance. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt.